Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au sommaire, aujourd'hui, le premier métaverse d'entreprise, Jamespotland, c'est son nom et on en parle avec Alain Garnier, président et fondateur de Jamespot. Il est le créateur justement de ce métaverse, il est notre invité. Les entreprises s'engagent pour l'emploi et l'emploi des jeunes avec aujourd'hui le directeur expérience collaborateur de la FDJ. Il sera notre invité dans Les entreprises s'engagent. Et puis le Cercle RH, un grand entretien pour parler des indépendants avec le secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants, avec une étude, elle date de quelques jours, sur le pouvoir d'achat des indépendants, pouvoir d'achat qui a baissé, on fera le point avec lui dans le Cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi pour terminer l'émission. Et si le CV disparaissait, William Legendre, fondateur de Job One, nous en parlera à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, aujourd'hui, on va parler du métaverse. Alors, on en parle beaucoup de ce métaverse d'entreprise en 2D. En 2D. Alain Garnier, merci d'être avec nous. Bonjour. Président et fondateur de Jamespot. Alors, vous l'avez appelé Jamespotland. Eh oui. Oui, logique. Land, pourquoi l'espace que vous créez au sein d'une entreprise? D'abord, commençons par le début de cette aventure, parce que votre entreprise, c'est le réseau social en entreprise. Par la force des choses, vous vous êtes dit, Covid arrivant, il faut recréer quelque chose de quoi? De convivial, de collaboratif? Oui, alors pour rappeler, donc Jamespot, on existe depuis une quinzaine d'années et on aide les entreprises à mieux communiquer dans le digital. Donc ça passe évidemment par ce fameux réseau social de l'entreprise, qui est un moyen de décloisonner, dans lequel on met tous les employés échangent des documents, des messages, c'était devenu maintenant des émoticônes et du chat. Ok, on en est là. Et puis, effectivement, de plus en plus de visio, évidemment le Covid arrive, alors là, les visios ont explosé. On n'a pas le choix. Pas le choix, parce que finalement, chacun était chez soi, donc pas le choix. Bon. Ça, et à ce moment-là, nous, en tout cas, au sein de Jamespot, nous, une entreprise à peu près, on a une quarantaine de personnes. Qui cartonne, qui a eu une belle progression en 2019. 30% de croissance en moyenne depuis 5 ans. C'est ça. Voilà, et on a plus de 400 000 utilisateurs, plus de 350 clients, donc plutôt des ETI, des grands comptes, des PME. Le secteur public aussi qui monte beaucoup. Et nous, pour nous-mêmes, déjà, on avait on va dire, cette difficulté avec ces histoires de visio. L'impression, en plus, avant, on était dans nos locaux à Montreuil, et tout d'un coup... Vous l'avez créé pour vous, au départ, en fait? On l'a créé plus nous. On a joué avec ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, et on a commencé à mettre, tout simplement, on a fait des bureaux pour Jamespot. Voilà, des bureaux vus de dessus, donc le fameux 2D. Et par contre, avec quelque chose de particulier, c'est que la question, c'est pas qu'on fasse un jeu vidéo, c'est que quand en fait on se rencontre, deux personnes, hop, ça ouvre une visio automatiquement. D'accord. Quand on va dans une room, enfin une salle, ça ouvre une visio complète où d'autres gens peuvent venir dans cette visio. Donc en fait, ça refait... On les voit d'en haut, On les voit d'en haut. Et simplement, c'est que les visios, elles sont positionnées finalement spatialisées, mais comme dans la vraie vie. Une salle de réunion, c'est quoi? C'est on se retrouve dans la salle de réunion, on va tous dans la salle de réunion. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, et après on a vu que ça marchait tellement bien que pour nous ça amenait tellement de plus, on pourra revenir dessus, que du coup on en a fait un produit décliné pour nos clients et puis justement nos futurs clients. Mais qu'est-ce que ça amène? Pour le dire concrètement, on peut avoir pour une réunion quelqu'un qui se trouve à Châtellerault, un autre qui se trouve en Espagne et puis un autre dans une filiale allemande. Oui. Grâce à cet espace 2D, parce qu'il faut quand même préciser que le métavers c'est un casque de réalité virtuelle et des manettes, donc ça serait très très lourd de le faire en 3D. Ça, voilà. Et évidemment c'est une technologie, c'est pas ce que vous cherchez. Non du tout, justement, moi je pense que les métavers, en fait la définition du métavers, faut pas oublier, c'est le fait de mettre des gens dans un espace persistant, donc qui est toujours là, dans lequel on est dans le temps réel, ça va à la même vitesse que la vraie vie, et ensuite dans lequel on a des interactions. Ça ne dit pas qu'on est en 2D, 3D immersive. Il se trouve que la 3D, par exemple, elle est magnifique pour faire des belles choses, mais elle n'est pas pratique aujourd'hui. Bon, alors que le 2D, c'est peut-être moins incroyable comme ça, comme expérience. En termes d'expérience, ouais. Voilà, mais par contre, c'est vraiment pratique. Pourquoi c'est pratique? Oui, voilà, parce qu'on se dit pourquoi est-ce que c'est mieux que les visios? C'est mieux que la visio simple où on voit son collaborateur ou son collègue en face? Bah oui, parce que ce qui se passe normalement, c'est que les visios, en fait, quand on a une visio avec quelqu'un, on dit bon voilà, on se retrouve à 10h pour telle réunion. Mais est-ce que les autres savent qu'il y a cette réunion? Est-ce qu'ils le voient? Bah non. Alors que là, ce qui se passe, on retrouve ce qu'il y avait, ce côté sympathique qu'il y a dans un vrai bureau, c'est que pendant qu'il y a une réunion d'un service qui est dans une salle,
quelqu'un qui est à la machine à café voit la réunion qui est en train de se tenir. Donc on voit que Paul, Nathalie et Damien sont dans la salle. Et on se dit, tiens, c'est la réunion des devs. Il a la machine à café, on est d'accord qu'il le voit sur son téléphone. Oui, pareil. C'est-à-dire que la machine à café est un lieu où les gens peuvent aller. Alors ils vont pas prendre un vrai café d'ailleurs, mais il y a des lieux en fait avec des petits fauteuils, et les gens viennent aussi et peuvent se rencontrer. Ce qui se passe en fait, c'est que on a cette habitude-là. Dès qu'on voit des humains, en fait, on les voit à distance et on comprend ce qu'ils font. Et ça, c'est la spatialisation. Et le métavers 2D de James Spotland, il permet de redonner ça à des gens qui, encore une fois, en sont éparpillés façon Pulse partout. Donc ça veut dire qu'on peut se donner un rendez-vous dans une boîte avec plein de filiales, à la machine à café que vous avez spatialisée, vous l'avez créée en fait cette machine, on peut aller dans la room, vous avez donné des noms. Est-ce qu'on peut personnifier comme sur un personnage métavers classique en 3D, des cheveux, des yeux, est-ce qu'on peut commencer à le faire ressembler au personnage? Comment ça marche ça? Alors c'est pareil, il y a des avatars, ils sont plutôt simples, et effectivement ce que font les gens, c'est qu'ils choisissent des avatars souvent qui leur ressemblent ou qui veulent dénoter. Parce qu'en fait, on a pas mal d'avatars différents. Alors effectivement, il y a des hommes, des femmes, des unisexes aussi, parce qu'il y a aussi cette idée maintenant de moins genrer les choses. Avoir des cheveux, pas des cheveux, d'être plutôt en costard ou au contraire... Couleur de peau. Voilà, couleur de peau, évidemment. Et après, on peut aussi, finement, si on veut, choisir tous ces éléments individuels pour faire son petit avatar personnalisé. Ce qui se passe concrètement, on s'aperçoit que les gens, quand même, s'approprient ça. Hein. Ça, c'est un vrai truc. Et ça crée aussi un petit truc drôle. Ah bah tiens, Paul, t'as mis un bandana dans tes cheveux, par exemple. Alors que Paul, jamais il met de bandana. Il y a un petit côté comme ça où on peut se permettre ces petites choses. Juste le son, la communication, nous on l'a, on est en face, on se parle. De la même manière, j'ai mon avatar qui s'est assis à la machine à café sur le petit fauteuil. J'ai un collègue avec qui je vais faire une réunion, et il arrive parce qu'on s'est fixé ce lieu. On se parle comment? C'est pareil, c'est le même son qui sort. Automatiquement, en fait, dès qu'on se rapproche, il y a les petites bulles dans lesquelles on met soit la visio, soit l'audio, soit les deux. Et en fait, automatiquement, on arrive et on peut parler. Quand on se rapproche des gens, on peut leur parler tout à fait naturellement, comme on le fait dans la vraie vie. Mais la visio qu'au niveau du son. De nouveau, on n'a pas la vignette où on voit le visage de l'autre. Si, on a les deux vignettes. Donc en fait, on a les petits avatars qui sont voilà, et on a par-dessus les petites vignettes. Vraiment, moi, nous on le vit, et puis là, par exemple, on l'a montré à nos clients, c'est pareil. Ce qu'ils comprennent tout de suite de ça, c'est vraiment deux choses. La première, c'est qu'on revoit comment vit l'entreprise et on revoit les formes organiques. Parce que sinon, tout le monde est dans des visios, très bien, mais en fait, qui a fait une visio avec qui? Et on ne sait plus du tout, donc les gens perdent ce lien. Deuxième chose, c'est quand on est dans ces déplacements. Par exemple, il est 10h30, ça y est, je finis ma visio et je dois aller ailleurs, dans une autre visio. Aujourd'hui, les gens vivent ça très durement. Je passe d'une visio à une autre visio. Donc d'un écran à un autre. Ouais, là, c'est différent, c'est l'avatar qui je me déplace, par exemple, et qu'est-ce qui va se passer? On se déplace virtuellement? Virtuellement, mais par exemple, au milieu, je vais trouver Erwan. Ah, salut Erwan, comment ça va? Moi, par exemple, je suis chef d'entreprise, hein, c'est mon rôle à la fois créateur, un peu produit, mais aussi chef d'entreprise. C'est vrai que depuis qu'on a James Spotland, moi, les comment ça va virtuels, avec des gens que je vois pas trop, ils sont revenus. Alors qu'avant, évidemment, dans les locaux, moi, je suis plutôt social. Moi, je voyais les gens, comment ça va? Mais quand tout le monde est en visio, on va pas aller dans les visios comme ça, dire bonjour, comment ça va? Il y a un truc plus difficile. Alors que là, avec moi, mes salariés, je retrouve le comment ça va. Donc, c'est-à-dire votre avatar, vous avez votre Alain Garnier, alors vous avez une veste, je sais pas, ou pas de veste? Alors justement, moi, je ne mets pas toujours de veste. Hein. Donc, vous êtes venu, votre avatar est sans veste et aussi. j'ai mis une chemise quand même, des fois, je suis en t-shirt. En t-shirt, voilà, cool, comme on dit. Donc, votre avatar, on sait que c'est l'avatar du patron. Oui, parce que c'est marqué Alain dessus. Alain. Et donc Alain va s'approcher d'un espace où il y a une visio, ce qui vous permet d'écouter ce qui se dit. Alors ça, il faut rentrer. Alors pour ça, il y a aussi des règles un peu de privacy. Parce que sinon, Non. Quand il y a une visio, par exemple, qui est dans une room, tant qu'on ne rentre pas dedans, on n'entend pas ce qui s'est dit. D'accord. Ce qui fait que ça garde aussi, c'est vraiment très... Il faut vraiment rentrer dans la room. Et là, dans ces cas-là, les gens voient que j'arrive, et comme dans une visio, vous voyez quelqu'un arriver. Donc aussi, ça reste quelque chose de très... Les petites bulles là dont je parle, quand on est deux, on peut se mettre au milieu de l'open space, et on peut même les loquer. C'est-à-dire dire, OK, maintenant, il n'y a plus personne qui peut rentrer. On se parle à tous les deux, et il n'y a personne qui peut rentrer. Et donc, c'est du confidentiel. Et dans ce cas-là, c'est confidentiel. Il y a un autre truc aussi qui est très sympa, c'est le silence. Il y a des zones de silence. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut... Alors, parce que on peut se dire, nous, on n'oblige personne à venir dans James Spotland, chez nous à James Spot. Hein. Et il y en a à peu près entre un tiers à la moitié, voire des fois les 2 tiers qui sont dedans, selon les moments de la journée, etc. Mais, donc on peut ne pas y être et comme ça, personne n'est dérangé. Mais il y a des gens qui viennent dans James Spotland, dans la zone silence, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de voir. Par exemple, ils se disent, OK, là, je me mets dans la zone silence, je souffle un peu, je regarde un peu là mes messages, et quand je vois les autres qui se bougent vers la réunion, j'irai. Et donc il y a des mouvements comme ça de troupeaux qui sont vraiment intéressants. De troupeaux d'avatars. Mais oui, alors que d'habitude c'est quelle heure il est, et on est dans un mode timé. Avant de nous quitter, ce qui est intéressant, parce que vous êtes quand même très créatif, vous vous exprimez aussi dans un blog Garnier, Friday Live, vous êtes engagé dans l'association FL Power.
Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez prendre la parole en plus du business que vous développez et que vous venez nous présenter? C'est quoi votre message au fond? Il faut croire en les technologies, parce que parfois il faut convaincre aussi les DRH de tout ça. Complètement. Alors, C'est de la pédagogie quand même. Hein. C'est clair. Moi, mon hypothèse depuis longtemps, depuis que j'ai commencé dans ce métier-là, c'est que effectivement, ce qu'on appelle l'informatique et maintenant le numérique allait manger le monde. Voilà, ça c'est mon hypothèse. Et manger, manger au sens d'être l'élément qui deviendra constitutif de ce qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, on est sur un plateau, on en a parlé, la question de la technologie, des fonds verts qui permettent de changer complètement ce qu'étaient avant les décors, ça c'est du numérique. Voilà, ça c'est typique. Est-ce qu'on aurait imaginé que le logiciel aurait remplacé les décorateurs? On aurait dit bon non, oui, voilà. Et ça on le vit. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, notre intelligence européenne, notre culture européenne, notre économie européenne, elle est sous domination américaine. Voilà. Et par la technologie, hein. Par la technologie. Les GAFA. Parce que dans les années 90, les Américains se sont dit, il n'y a effectivement pas que le pétrole dans la vie, il faut s'intéresser à la question justement numérique. Et ils ont été très présents. Et donc moi, mon message, et ça s'adresse aussi aux entreprises, c'est que si on veut imposer sa marque, sa culture, sa valeur ajoutée, ce qu'on est finalement au fond de soi, et bien dans ces cas-là, il faut s'approprier sa technologie. Tous les gens aujourd'hui qui choisissent de prendre des standards américains, en disant comme ça j'ai une suite par exemple collaborative, mais c'est la même que tout le monde. En fait, ils font un calcul à court terme, parce qu'évidemment, tous leurs employés connaissent, donc ça a l'air facile, mais quelle est l'innovation qu'ils amènent? Rien. Quelle est la culture qu'ils vont pouvoir mettre dedans? Rien. Alors que justement, si on revient les RH, par exemple, pour qui c'est essentiel, mettre de la culture d'entreprise, aujourd'hui, ça passe par le digital. Et moi, je leur dis, et c'est là où nous, par exemple, je dis, les Européens, on a des outils, il n'y a pas que Genspot, mais les outils européens en général ont cette notion de culture, de diversité, de paramétrage. L'idée qu'il n'y a pas qu'un seul outil pour tous. Et c'est étonnant parce que la culture européenne est tellement forte, mais elle n'a pas encore compris qu'il fallait aller jusqu'au... Enfin, elle n'a pas compris. En tout cas, on est à 30% de croissance, donc on est en phase de compréhension. Bien sûr. Voilà. Mais il y a encore quelque chose à faire, et en particulier côté direction générale et RH, ça c'est clair. Merci Alain Garnier de nous avoir rendu visite, président fondateur de Gemspot et le Gemspot Land, qui est le métaverse 2D. Il faut préciser qu'il n'y a pas besoin du casque de réalité virtuelle. Et qu'on peut aller essayer, il suffit d'aller sur le site, il y a un essai gratuit. J'étais allé voir, effectivement, il y a un test gratuit, on peut voir à quoi ça ressemble aussi l'environnement. Merci beaucoup, puis très engagé justement sur ces sujets. Allez lire son blog Garnier A majuscule Friday Lives. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent pour l'emploi pour les jeunes, et c'est tout de suite. Les entreprises s'engagent, notre rubrique avec notre partenaire Un jeune, une solution. On en parle chaque semaine à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on accueille aujourd'hui Pierre-Marie Argouache. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ, la Française des Jeux. C'est une marque, j'ai envie de dire, qu'on ne présente plus. Tout à l'heure, par erreur, j'ai dit que vous étiez DRH, par habitude. Vous me dites, mais je suis le DRH, mais moi je m'appelle expérience, collaborateur et transformation. C'est une volonté politique de l'entreprise. Et de vous? De moi-même, puisque j'ai jamais été très très heureux avec le mot ressources humaines. Je ne gère pas des ressources, je gère des talents et des potentiels. C'est l'humain, ma spécialité, la relation humaine. Et donc l'expérience collaborateur exprime beaucoup plus ce que je fais et ce que j'essaye de faire avec mes équipes toute l'année, c'est-à-dire accompagner les collaborateurs dans tout leur parcours professionnel, en amont, marque employeur. Aujourd'hui, on fait de la marque employeur et on dit venez à la Française des Jeux. On a des beaux postes à vous proposer tout au long de leur carrière professionnelle et puis bien sûr au moment de l'accompagnement du départ en retraite, etc. On va parler des recrutements parce que vous êtes une entreprise qui recrute, qui est très sensible à l'égalité femmes-hommes, à la manière dont on manage, à l'invention managériale. Mais vous, dans votre parcours, quand même intéressant parce qu'en 2009, vous avez reçu le trophée du DRH entrepreneur, en 2012, le prix de l'initiative RH de l'année, et puis vous avez reçu d'autres prix, notamment venu le trophée de la chair et sec. Là, c'était en 2000. Vous êtes quand même, au-delà du fait que vous êtes quelqu'un qui est dans la réalité d'une entreprise, vous réfléchissez beaucoup quand même aux mutations, aux transformations, aux améliorations. Je pense que c'est le rôle du DRH d'être un précurseur, de pouvoir aller chercher les bonnes idées. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente les ressources humaines. J'ai une petite phrase et une citation que j'aime beaucoup. Nos meilleures idées viennent des autres. Partager avec les autres,
confronter des avis, aller chercher. J'ai été président d'un club de DRH, Mouvement Génération RH, pendant 7 ans. On a partagé avec des DRH. L'un est plus en avance sur tel sujet, l'autre a besoin d'être accompagné. Et j'ai beaucoup puisé mes idées auprès de mes collègues RH. Et modestement, quelquefois, on est venu me dire tiens, tu as fait ça m'intéresse, comment as-tu fait? Et je pense que ce partage entre DRH est un moyen de mieux servir la stratégie de l'entreprise. Alors, un jeune, une solution, cette plateforme, on le redit, qui met en relation l'offre et la demande. D'abord, est-ce que vous avez besoin, parce que FDJ est une marque, j'allais dire, emblématique, connue, est-ce que vous avez besoin aussi d'aller sur le site Un jeune, une solution? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là aussi? On est partenaire. Tous nos postes, toutes nos offres d'emploi sont publiées sur Un jeune, une solution. Et nous passons par cette plateforme, notamment pour recruter ces jeunes, avec un haut niveau d'exigence pour ces jeunes, parce que nous les accompagnons avec du tutorat, du monitoring, du mentorat, pardon. Et on a un niveau de jeunes en alternance qui a toujours été extrêmement important. On est à 7 à 8% des effectifs tous les ans, 180, 170 jeunes en alternance que nous recrutons et de jeunes qui nous rejoignent pour apprendre un métier. Peut-être que je ne vais pas être précis dans les chiffres, mais j'ai 2500 collaborateurs, c'est bien les chiffres que vous avez? C'est exactement 2500. 2500 et quelques CDI, et si on compte justement les alternants, les CDD, on est plus proche de 2700. 300 recrutements de CDI effectués en 2021, la plateforme, on l'évoquait. Et puis il y a quand même chez vous cette volonté là d'aller peut-être plus loin que les autres sur la mixité. Et la diversité. Pourquoi cette volonté? Alors c'est vraiment une volonté, moi j'ai toujours eu cette philosophie, je ne le fais pas parce que des lois disent qu'il faut le faire. C'est comme pour le handicap. Je le fais par une conviction que j'ai constatée, je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, mes cheveux blancs en témoignent, une conviction que cette diversité c'est une richesse dans l'entreprise. Et c'est par cette diversité qu'on performe dans la durée, une performance durable. Et donc que ce soit la mixité, que ce soit les sujets de diversité sur les origines ou que ce soit le handicap, j'ai eu la preuve que la performance est au rendez-vous quand on a cette mixité. Je me souviens de services où j'avais que des femmes ou des services où j'avais que des hommes pour parler de mixité homme-femme. Mais c'est moins efficace. La mixité. Donc c'est le mélange, le croisement d'idées, de personnalités, d'attitudes. Oui, et c'est vrai que le regard peut être différent. Et puis, je vois qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des femmes dans le monde informatique. On recrute, la moitié de nos recrutements par an sont technologie et informatique. Et nous recrutons des femmes en informatique. Et donc, je fais un appel, si des femmes à formation scientifique et pas forcément ingénieurs, parce qu'il y a aussi un sujet de mixité des diplômes. C'est vrai. Trop souvent, on va vers du clonage. L'informatique recrute des ingénieurs, le marketing et le commercial recrutent des écoles de commerce. Non, il faut croiser aussi les formations et les origines diverses aussi dans les diplômes pour avoir de la performance dans l'entreprise. La FDJ, donc 4e du palmarès de la féminisation sur le SBF 120. Et puis vous êtes le groupe qui a obtenu un score de 100 sur 100 à l'index Pénicaud. Enfin, tout ça doit vous rendre fier. Parce que voilà, c'est un travail que vous avez mené, comme vous le disiez, avant qu'on invente la loi. Mais enfin, vous étiez là, quoi. J'ai quelquefois des amis DRH qui disent « Mais Pierre-Marie, comment tu fais ?» Oui, c'est ça, parce que vous êtes allé plus vite que les autres. Hein. Et je dis tout simplement, quand on a commencé il y a plus de 10 ou 15 ans sur des sujets pareils, mais un jour, on finit par avoir les résultats de cette réduction d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, si on commence maintenant, mais rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour les entreprises qui ne commencent que maintenant et qui ont attendu que la loi demande à ce qu'on fasse des efforts sur ce sujet. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devait faire, rien ne justifie qu'on n'ait pas le même nombre de femmes managers dans l'entreprise, le même pourcentage, que de femmes pourcentage dans l'entreprise. Et avant la loi Rixin, puisqu'il y a une loi récente. Exactement. Et donc, du coup, le fait de l'avoir démarré il y a assez longtemps, j'étais, j'avoue, très surpris et très fier d'apprendre que nous étions la seule entreprise du SBF 120 à avoir un indice Pénicaud à 100 points sur 100 points. Je pensais que d'autres avaient fait le boulot et force est de constater que non. Vous venez en parler sur ce plateau, alors vous n'êtes pas le DRH, on a compris le titre que vous êtes attribué, qui est beaucoup plus clair et qui colle peut-être plus à vos convictions. Pourquoi on vient chez vous? Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, comme beaucoup de DRH ou de décideurs qui nous disent « moi je peine à recruter ». Est-ce qu'aujourd'hui, après tout, par sa marque employeur, par ce qu'on vient d'évoquer, vous attirez des talents? Alors, on attire beaucoup de talents, mais on a les mêmes difficultés que le marché sur le digital, sur le data, sur le cyber. On a les mêmes difficultés. Et donc, on se bat dans les salons pour mettre en avant la marque employeur FDJ. Et ce que j'ai envie de dire à un candidat qui nous écoute et qui nous regarde,
venez dans une entreprise qui a gardé sa dimension humaine. 2500 personnes, ce n'est pas un monstre. À la fois une entreprise qui a une puissance de feu d'un grand groupe industriel, un grand groupe, dans une grande entreprise, et en même temps, le DRH que je suis essaye de connaître intuitu personné le plus grand nombre de collaborateurs, d'être à dimension humaine, permet à une personne de mieux faire valoir ses savoirs et ses compétences. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ou réussi à faire? Parce qu'on voit bien qu'il y a chez vous comme ça quelque chose de défricheur avant la loi. Alors, il suffit d'aller voir ce qui se fait à la FDJ pour voir les lois qui arriveront 6 mois plus tard. C'est un peu ce que vous me dites. Je peux vous donner mon sujet du jour. Oui, c'est ça. Il y a... Réenchanter le fait de revenir au travail pour faire du collectif. On parle de télétravail. On vient d'en parler, oui. On vient d'en parler. Moi, si c'est pour revenir au bureau, pour télétravailler dans une bulle au bureau, ça sert à quoi? Je suis convaincu que la force vient du collectif. Et on sait très bien que les réussites collectives sont des réussites que les collaborateurs aiment bien partager. Avoir réussi le lancement d'un produit, avoir réussi la privatisation française des jeux. On a été des centaines de l'entreprise à bosser sur cette privatisation. C'est un succès collectif. Et donc, réenchanter le futur, réenchanter le plaisir à travailler avec ses collègues, tout en maintenant des jours de télétravail. Vous en parliez tout à l'heure. Nous, on a fait une démarche inverse. On ne dit pas combien de jours de télétravail par semaine. On dit 2 jours de présence physique dans l'entreprise. Par semaine. Par semaine. Ce qui fait que la personne peut, au minimum, peut faire 2 jours de présence, 3 jours de présence, 4 jours de présence. Et la différence sera des jours de télétravail. Et il y a des moments de l'année où on peut plus télétravailler, des moments de l'année où on se resserre. Ouais, donc vous ne cristallisez pas sur un planning, quoi. Et on a donné un contingent de jours à l'année. On peut faire 100 jours de télétravail dans l'année, en ayant cette obligation d'avoir 2 jours de présence dans l'entreprise. Avec les profils juniors, c'est quoi les profils juniors? Alors ça, avant de nous quitter? Une création. Bah voyez. Une création FDJ. Vous êtes modeste. Oui, mais j'ai eu 45 ans le jour où une loi est sortie pour dire qu'à 45 ans, vous êtes un senior. Je peux vous dire que je me suis regardé dans la glace. Ouais, ça met un petit coup quand même. Ça m'a mis un petit coup derrière la nuque en me disant, mais est-ce que je suis vraiment un senior? Et j'ai jamais été à l'aise avec cette notion de senior à 45 ans, je trouve ça horrible. Et donc, on a créé la notion à la Française des Jeux de jeunes seniors, les géniors. 45-55 ans, géniors. Et on a des actions pour ces populations-là, de formation, de bilan de compétences, pour se réorienter, parce qu'on a encore une carrière à faire, on a encore plein de choses à faire à 45 ans. Donc, jeunes seniors, 45-55, et une politique pour les seniors, 55 et plus, pour préparer à la retraite. Ça veut dire une politique en interne FDJ, c'est-à-dire quoi? De formation, d'accompagnement, de possibilité de pouvoir sortir du groupe aussi, parce qu'on veut faire autre chose? On a par exemple une formation qui s'appelle Imagine. Imagine ton futur différent dans l'entreprise. C'est une formation collective où on fait un peu de bilan de compétences, un peu de coaching. Et qu'est-ce que j'ai fait sur ces 15 ou 20 dernières années? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle devant moi? Et très souvent, à ces âges-là, on se dit, bon, ça y est, moi je suis sur les rails et puis je continue. Ben non, il faut changer, renouveler, avoir un nouveau métier, relever des défis, avoir un projet de vie professionnelle. Je crois beaucoup à cette notion de projet de vie personnelle et de vie professionnelle. Et donc vous les accompagnez aussi à faire accoucher, parce que parfois c'est assez compliqué finalement de définir un projet. On l'a d'une manière un peu empirique et vous les accompagnez vers ce projet. Et puis on leur propose des jobs en interne pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire autre chose. Pierre-Marie, on va être en retard. Combien de postes là, il y a combien de postes ouverts si je vais sur le site de la FDJ? On a une quinzaine de postes en permanence qui tournent, qui sont là 15 ou 20. Tech, 15, principalement tech. Beaucoup de tech, mais pas que. On recrute dans beaucoup de domaines et beaucoup dans le domaine de la finance, dans les RH aussi, dans la communication. On a le sport aussi, vous êtes un sponsor d'une équipe de cyclisme. Et dans le sport, et notamment en ce moment en marketing sportif, on accompagne, non seulement on a une équipe cycliste, mais en plus on est partenaire des JO 2024, donc on a beaucoup de choses à lancer. Dans la plus belle entreprise de la Terre. Oui, c'est ça. C'est des domaines qui attirent les jeunes, ça, en général. Exactement. Ce type de secteur. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. J'espère que vous aurez le temps de revenir nous voir pour nous faire partager vos expériences. J'avais même presque envie de dire vos expérimentations, parce qu'il y a un petit côté comme ça, peu chimiste des RH. Pierre-Marie Argouache, directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Beaucoup. Voilà, pour les entreprises s'engagent tout de suite le cercle RH. On reçoit le secrétaire général des syndicats des indépendants. On va faire le point sur le pouvoir d'achat des indépendants qui ont vu leurs revenus, leur rémunération baisser. On va en parler à l'occasion d'une étude justement que sort le SDI. Il est notre invité juste après la pause.
Le grand entretien, le cercle RH et un grand entretien avec le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, il ne faut pas les oublier, Marc Sanchez. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir. Vous venez régulièrement dans l'émission tirer la sonnette d'alarme, on peut le dire. Un projet de loi en préparation à l'Assemblée nationale, il est passé en Conseil des ministres. Et puis il y a quelques semaines, en mai dernier, vous avez publié, ça tombait très bien, une étude passionnante, très détaillée sur le pouvoir d'achat des indépendants. Les chiffres sont quand même, on va détailler évidemment cette étude, mais d'une manière globale, on découvre que les indépendants ne gagnent pas beaucoup. Avant même qu'ils aient perdu de l'argent, ils n'en gagnaient pas beaucoup. Et on découvre qu'ils ont en plus perdu pas mal d'argent. Exactement, oui. En fait, on s'est basé sur beaucoup de remontées de nos adhérents qui commençaient à envisager en fait d'arrêter leur activité. Parce qu'ils nous expliquaient que le jeu en valait plus la chandelle, qu'ils travaillaient trop par rapport au risque qui était pris et à l'argent qui est gagné. Trop, j'ai vu que c'est 48 heures en moyenne. C'est 48 heures semaine, oui. Donc en fait, on a travaillé sur une base d'une étude d'URSSAF qui avait été commandée à la DARES, qui a été publiée en 2019. C'est ça. Et qui fixait en fait le revenu moyen des travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans et des dirigeants de TPE, en général des entreprises de 0 à 10 salariés. Et on a constaté qu'il y avait quand même 44% de ce panel en fait, d'entrepreneurs qui touchaient à peu près un SMIC pour 48 heures hebdomadaires. Et pour les autres, entre les artisans et les commerçants, on était à peu près entre 2200 et 2300 euros à peu près mensuels pour toujours effectivement une amplitude horaire de 48 heures. Donc on l'a vu ce chiffre, 44% des entrepreneurs individuels dirigeants de TPE dégagent une rémunération en dessous du SMIC. Et puis il y a ce chiffre qui indique la baisse de pouvoir d'achat. Alors elle est très détaillée en fonction de ce qu'ils ont perdu par pourcentage, mais exactement. 53% d'entre eux, des indépendants et dirigeants de TPE, constatent une baisse de pouvoir d'achat de 10 à 30%. Tout à fait. Enfin, c'est colossal, compte tenu que vous nous indiquiez il y a quelques secondes que le niveau moyen des revenus, c'était le SMIC. Donc c'est-à-dire qu'ils gagnent 1000 euros, quoi. C'est à peu près ça pour la moitié d'entre eux, effectivement, oui. On est aux alentours de ces eaux-là. Et attention, on est là sur l'étude qui avait été faite par les URSSAF. On est en 2019. Donc en fait, on est avant le Covid, et donc il faut se poser la question, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à travers l'enquête, ce qu'il en était effectivement à aujourd'hui. Et on a constaté que beaucoup de nos adhérents, beaucoup de dirigeants envisageaient aujourd'hui réellement d'arrêter leur activité parce que avec, on va dire, la 5e vague de début d'année, les deux crises inflationnistes, celle de l'année dernière et celle qu'on a là, vécue. ils se prennent un surcoût. Voilà. Et donc, forcément, le remboursement, effectivement, du PGE, pour ceux qui en ont fait, il faut compter à peu près 400 euros en moyenne pour le PGE et 400 euros pour les charges qui ont été effectivement gelées par les URSSAF, notamment celle de 2021 et une partie de 2022. On est quand même à 800 euros de remboursement de ce qu'on va appeler la dette Covid, sur 2300 euros de rémunération. C'est plus de 30% de votre revenu. Par mois, on est d'accord. Exactement, oui. Et quand vous avez effectivement des chiffres d'affaires qui ne sont pas forcément florissants, eh ben vous préférez pour beaucoup arrêter les frais. Et les chiffres sont assez alarmants. C'est quoi ? C'est un dépôt de bilan ? C'est une cessation volontaire d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez trompeur, c'est que quand vous regardez les chiffres de la Banque de France, on va dire toutes les semaines, on nous explique qu'il y a peu de défaillances, il y a peu de liquidation, etc. On est grosso modo à peu près à 33 000, en tout cas sur cette année. Mais là, c'est la cessation d'activité volontaire. Mais ce dont on ne tient pas compte, c'est effectivement les dirigeants qui ont décidé de dire stop et qui ont arrêté l'activité. Bien sûr. Et là, quand on voit les chiffres qui ont été publiés par les greffes des tribunaux de commerce, on est quasiment entre 2020 et 2022 à plus de 100% de cessation d'activité, donc plus de la moitié sont des cessations volontaires. Marc Sanchez, ça veut dire quoi en numérique Grosso modo, en 2020, sur le premier semestre, on était aux alentours à peu près de 100 000, 102 000, très exactement. Donc 3 fois plus que les chiffres indiqués sur les... Et cette année, sur le premier semestre 2022, on est, selon les derniers chiffres qui datent du 15 juin, à plus de 180 000 cessations d'activité. Donc plus de la moitié sont des cessations volontaires. Après, vous avez les cessations d'activité normales, style je pars à la retraite, donc là, oui, j'ai changé de vocation, etc. Mais dans les analyses qui ont été faites à la fois l'année dernière et cette année par les greffes des tribunaux de commerce, sur l'augmentation de 100%, il y en a plus de la moitié qui sont des dirigeants qui disent stop, j'arrête parce que j'en ai encore les moyens. Donc je vais arrêter mon activité, je vais payer ce que je dois et je vais passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, si je continue,
c'est la procédure de liquidation directement. Et là, je risque d'être engagé sur mon patrimoine Il personnel. me semblait qu'une loi avait été votée qui permettait de séparer les deux. Bah oui, elle était votée, vous me le confirmez? Elle est tout à fait votée, sauf que aujourd'hui, les banques continuent. Quand vous êtes boulanger, par exemple, et que vous voulez acheter un four, la banque va continuer à vous demander d'être caution de l'investissement que vous faites. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le crédit. Et en Donc plus, en fait, cette loi ne sert à rien, Marc Sanchez, parce que sur le plan législatif, ça marche, mais la banque vous dit, c'est très bien, il y a la loi, mais moi, je veux que vous cautionniez cet achat. effectivement, ça avait été un de nos plans d'achoppement quand on a discuté de ce projet avec Alain Griset, qui était favorable, c'est de lever justement cette garantie qui était exigée par les banques. Alors, il faut savoir qu'on est sorti par une voie médiane, c'est-à-dire que de droit, effectivement, votre patrimoine est protégé, et dans les faits, la banque peut demander effectivement à ce que vous leviez cette protection, et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle fera dans à peu près 99% des cas. Sauf que là, la nuance en fait, la partie de négociation, c'est que le législateur a décidé de faire un point sur la pratique bancaire sur cette pour vérifier, d'ici 2 ans. Donc, d'accord. On a 2 ans pour voir, on va dire. Mais en attendant, même si la loi est votée, elle n'est pas valable pour toutes les entreprises qui ont cessé et qui étaient en activité en 2020, en 2019, etc., qui, elles, effectivement, étaient caution. Alors, il y a aussi des indépendants et TPE qui répondent à votre étude, qui disent, mais oui, enfin, nos revenus n'ont pas progressé parce que déjà, avant même la crise Covid, on se serrait la ceinture. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'ils expliquent que, oui, forcément, ça a peu évolué, ou voire peu baissé, mais en fait, ils expliquent qu'en 2019, ils se serraient déjà la ceinture quasiment au niveau du Covid. Donc, ils ne pouvaient pas descendre beaucoup plus. Résumons-nous, vous nous dites par ailleurs que dans cette étude, ils sont victimes des surcoûts de matières premières pour ceux qui sont en dehors du service et qui ont besoin d'aller se fournir. Il y a non seulement le surcoût des matières premières, dont beaucoup d'ailleurs ont décidé de ne pas le répercuter sur la clientèle, c'est-à-dire que beaucoup l'ont pris sur leur marge. Dans l'enquête, je crois que c'est à peu près la moitié en termes de répartition de coûts. Donc ça veut dire encore moins de rémunération, mais c'est pour éviter effectivement que la clientèle ne boycotte complètement nos entreprises. Mais je vous dirais que ça ne suffit pas, parce qu'au-delà de la partie matières premières, vous avez aussi toute la partie loyer. Et là, on est dans une explosion sur la dernière année, toute la partie foncière, que ce soit donc les loyers qui sont indexés sur l'inflation tous les trimestres, ou la taxe foncière qui est due par le propriétaire, mais qu'il répercute et qu'il fait payer par le locataire. Dans certaines régions, on est à plus 30% quasiment de taxe foncière. Il faut savoir qu'une taxe foncière, en moyenne, pour une entreprise qui a à peu près entre 150 et 200 mètres carrés, c'est grosso modo entre 5 000 et 6 000 euros annuels. Donc c'est un impôt propriétaire qui là aussi est indexé forcément en fonction des facteurs locaux de commercialité. Qui vient gréver évidemment. Et qui vient nécessairement amputer la trésorerie de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous amputez la trésorerie de l'entreprise sur ses charges fixes, vous amputez la rémunération du dirigeant. Donc, c'est ce qui donc il serre la ceinture, comme il le dit. Exactement. Il n'a pas le choix. S'il veut tout payer, il est obligé de réduire sur ses revenus. Exactement. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point de rupture. Alors, il vient évidemment se confronter, votre étude et la loi pouvoir d'achat, alors parce que c'est vraiment l'alpha et l'oméga du gouvernement. Alors, vous avez eu des réunions de négociation, vous avez tout à fait, et les indépendants sont nulle part. Alors, moi, j'ai lu un article du Parisien où on dit clairement, c'est l'article 2 de cette loi où les indépendants vont avoir une baisse de cotisation. Vrai ou pas vrai? Oui, tout à fait. De 550 € sur la partie maladie, enfin, c'est les cotisations à l'année. Dirigeants. Ah, bien sûr, oui. Oui, c'est à l'année. Ça représente à peu près 48 € par mois. 48 € par mois, quand vous regardez le niveau de l'inflation, si on prend les 550 € dans leur globalité, à partir de septembre, ils ne sont plus là. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, il faut savoir que c'était une proposition, un engagement du président de la République. Oui. Alors, à titre, on va dire, de l'intention, on le remercie, mais déjà, c'est pas un chèque qui est fait puisque c'est pris bien évidemment sur la protection sociale de nos adhérents, premier point, et que l'engagement à hauteur du pouvoir d'achat dont je parlais tout à l'heure de nos entreprises, effectivement, 48 € par mois, c'est juste pour rire.
très clairement. Et je vous dirais que... C'est un défalque de cotisation, il faut le rappeler. C'est Oui, pas oui, 48 complètement. euros que le Trésor public va verser sur le compte. Non, Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Oui, c'est une déduction qui est faite de ce que vous devez. Mais concrètement, C'est pas un chèque. vos indépendants, là, avec cette loi pouvoir d'achat dont vous dites, avec un peu d'aigreur, que vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans ce projet de loi, même si le gouvernement communique à l'envers. Il dit on est indépendants, on les oublie pas. Non, mais c'est vrai que dans l'intention, on a salué d'ailleurs les propos d'Olivia Grégoire, fraîchement nommée justement sur son intention d'aller de l'avant, et on l'en félicite. Et on espère qu'on va rapidement la rencontrer pour pouvoir aller de l'avant. Mais l'idée n'est pas pour nous de demander effectivement des chèques qui soient carburants, etc. Enfin, encore qu'on pourrait dont discuter. peuvent bénéficier les indépendants. Oui, tout à fait, oui, parce qu'ils roulent beaucoup aussi, ils consomment aussi beaucoup de gazole, etc., et ils font beaucoup de trajets. Nous, l'idée, c'est de pouvoir permettre par des dispositifs qui soient indolores pour le contribuable et donc pour le budget de l'État, dont on sait entre parenthèses qu'il n'est pas très vaillant, de dire on va permettre d'avoir des soupapes de décompression de la trésorerie qui vont permettre de mieux rémunérer le dirigeant. L'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, du bouclier foncier, c'est-à-dire à la fois de geler l'indice des loyers et en même temps de réintégrer la taxe foncière aux propriétaires et non plus aux locataires. Gelé pour les particuliers, faut le préciser. Mais c'est important de le dire. Il y a eu un effort de fait pour les particuliers. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un plafonnement prévu pour les particuliers, mais là encore pour les indépendants, alors même qu'on avait réagi au moment où la mesure avait été proposée. Je crois qu'elle était sortie d'ailleurs, c'était 30 millions de consommateurs, ou 60 millions de consommateurs, il me semble. Mais au moment où la mesure est sortie, effectivement, on avait réagi, on avait dit attention, c'est un élément qui permet effectivement de limiter les dépenses du dirigeant et ses dépenses fixes, et qui permet donc de réinjecter de la trésorerie, que ce soit sur le foncier ou sur la taxe foncière, et donc nécessairement qui ne coûte rien à l'État, parce que le propriétaire continue à payer sa taxe foncière. Entre parenthèses, c'est un impôt propriétaire, la taxe foncière. C'est ce que paie le propriétaire. Voilà. C'est quand on est propriétaire qu'on la paie et on ne la fait pas payer à son locataire. Écoutez, chez les particuliers. Ah oui, complètement. Alors maintenant, c'est un dispositif contractuel. Mais là, vous vous battez sur ce sujet ou vous sentez qu'il n'y a pas d'espace là pour que le propriétaire paie sa taxe foncière? On est de plus en plus soutenu dans cette démarche par notamment des fédérations professionnelles sur le sujet, qui estiment effectivement que ce fameux bouclier foncier à la fois gel de l'indice et en même temps réaffectation de la taxe foncière sur les propriétaires est une excellente chose. Donc on espère que dans le cadre des débats, alors là le projet de loi il est en commission, mais à partir de lundi il sera en discussion à l'Assemblée nationale, et on espère effectivement que nous aurons, maintenant que nous avons une majorité plurielle et une assemblée très hétéroclite, qu'il y aura effectivement des propositions d'amendements sur ces éléments-là. Mais est-ce que, parce que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants, vous portez leur cause, leur combat auprès notamment des ministres et de leurs représentants, parce que vous négociez évidemment. C'est quand même pas très attractif d'être indépendant là, ces derniers temps. Est-ce qu'il y a encore des gens qui le deviennent, ou est-ce que par les chiffres que vous indiquez, il y a une crise des vocations des indépendants? Alors vous avez souvent nous est objecté, notamment face aux chiffres des cessations d'activité, qu'il y a énormément de création de nouvelles activités. Donc je crois qu'il y en a plus de 250 000 sur le premier semestre de cette année, de nouvelles entreprises. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils sont essentiellement des ex-auto-entrepreneurs. Micro-entreprises. Voilà, exactement. C'est ça. C'est-à-dire, pour nous, c'est du salariat déguisé. C'est du complément de revenu. Exactement. Et on n'est pas sur un modèle entrepreneurial comme nous, on le connaît et comme nous, on est amené à le gérer. Donc effectivement, quand vous regardez, même si on se réfère à ce chiffre, 250 000 créations à peu près en 2000 sur le premier semestre. Cache la vérité en fait, ce chiffre. Sur le premier semestre, mais vous avez 180 000 cessations d'activité, c'est-à-dire qu'on a presque autant de cessations d'activité que de créations. Et c'est la première fois cette année que les choses commencent vraiment à se révéler. En net, ça fait 70 000. Oui, exactement. C'est ça, ça fait donc 70 000 créations nettes entre ce qui sort et ce qui rentre. Ça veut dire, vous qui avez une vue un peu panoramique, est-ce que vous avez le sentiment que la vocation se tarit pour les indépendants? Ou est-ce que les gens disent après tout, j'ai pas de boulot, je deviens indépendant? Sur toutes les entreprises qui nous appellent et qui sont dans une situation où elles ne voient pas de perspective, où elles commencent d'ailleurs à rembourser les PGE. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les charges Covid, PGE et charges sociales, on constate effectivement que ce n'est pas la vocation qui est perdue, c'est l'envie. C'est de se dire aujourd'hui, très sincèrement, c'est quoi mon moteur? Je suis passionné par ce que je fais, j'ai envie d'aller de l'avant, je travaille beaucoup pour ça, je ne compte pas mes heures, mais au final, où est ma reconnaissance? Et finalement, est-ce que je ne continue pas à aller dans le mur?
Et là, le réflexe de survie, justement, c'est d'anticiper cette procédure de liquidation et donc forcément d'arrêter qu'ils appellent souvent, ils utilisent l'expression « je voudrais arrêter mon activité proprement ». Proprement, c'est-à-dire avant la liquidation. C'est ça. Avant la liquidation. Quand même, j'ai vu dans votre répartition des pertes, parce qu'on voit quand même que la plupart ont perdu, que ce soit 10%, moins de 10%, mais j'ai vu que 5%, je crois que c'est le chiffre, ont perdu entre 90 et 100% de leur activité. Oui, c'est ça. C'est quel profil d'activité cela? Parce qu'on n'arrive pas à les situer professionnellement. Alors, il y en a beaucoup effectivement dans ce qu'on appelait les secteurs, même s'ils ont été beaucoup aidés, hôtellerie, restauration notamment. On a des secteurs comme la boulangerie, qui nous a assez surpris dans les témoignages qu'on a. La boulangerie. La boulangerie, oui, tout à fait. Ils ont été énormément impactés par le Covid et notamment le télétravail. Baisse d'activité. Exactement. Les gens venaient plus acheter leur sandwich et leur pain. Exactement. Et il faut savoir que ça va au-delà en termes de chiffres que la baguette quotidienne. Et donc forcément, il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là. Le bâtiment aussi, oui, entreprises d'électricité, entreprises de plâtrerie pour les entreprises les plus garages, les garagistes, j'ai vu. Alors les garagistes aussi, dans une moindre mesure, c'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on appelle les mécaniciens réparateurs automobiles indépendants, il y en a de moins en moins, c'est essentiellement des concessions. Donc on va dire que quand vous êtes dans une entreprise de concession automobile, on va dire que la vente de véhicules est quand même beaucoup plus lucrative que la réparation en tant que telle. Donc ça fonctionne plutôt bien pour ces entreprises-là. Mais par contre, effectivement, oui, dans le bâtiment, ça commence à être très très tendu. À la fois par rapport à la sortie du Covid, mais en même temps et surtout sur les problématiques d'inflation et de non-visibilité du coup vis-à-vis des prix qui sont affichés. Verre à moitié vide, verre à moitié plein, parce qu'on évoque des cas précis de personnes qui ont perdu quasiment 100% de leur activité, on vient de les lister. Puis il y a quand même l'étude BPI France, le Lab, pareil, qui correspond à peu près aux dates de l'étude que vous avez faite, et eux ils disent il y a une année positive, chiffre d'affaires en hausse de 4,9, avec 5093 dirigeants qui ont été interrogés. Donc, en fait, il y a quoi? Il y a des gagnants et des perdants dans ce paysage? Parce que là, la BPI explique que globalement, la situation n'est pas si mauvaise. Ah bah écoutez, oui, il y a des gagnants, il y a toujours des gagnants et des perdants dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut analyser. Nous, ce qu'on voit... Vous les contestez leurs chiffres ou pas? Je les conteste pas. Ils ont, à mon avis, on n'a pas le même panel d'entreprises. Bah oui. C'est-à-dire que nous, en général, quand je vous parlais des stats qui sont faites sur le revenu moyen des indépendants, c'est l'URSSAF qui les a faites. Ouais. Donc c'est pas le SDI. Quand je parlais des stats, c'est les chiffres URSSAF, de 2019, parce que ça serait intéressant. Comme par hasard, il n'y a pas eu de publication sur 2020 et 2021. Mais je pense qu'on ne serait pas au même chiffre qu'on a actuellement. Et ça viendrait peut-être contredire aussi ces éléments-là. Il précise, parce que la BPI, c'est pas un organisme de propagande, c'est une maison sérieuse aussi. 22% jugent que la situation de leur trésorerie va se dégrader. Plus 3 en 6 mois, donc ça se rapproche doucement quand même de vos analyses, et ils sont 2 fois plus nombreux à anticiper une baisse de leur rentabilité, c'est-à-dire 23%, et vous l'évoquiez tout à l'heure, ils rognent sur les marges pour compenser les hausses de prix. Là, vous êtes, j'allais dire... Et ils sont 180 000 à avoir cessé volontairement leur activité, mais ça, on n'en parle pas, et ça, c'est juste sur le premier semestre de cette année. C'est colossal. L'Assemblée va... Et là, c'est les chiffres des greffes des tribunaux de commerce aussi. Oui, là encore une fois, on ne peut pas vous accuser d'avoir inventé les chiffres, c'est des chiffres officiels. Vous êtes, j'allais dire, vous serez en tribune à l'Assemblée nationale, enfin j'en suis sûr. Oui. Automatiquement, vous allez suivre de très près ce texte. Est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre? Est-ce que vous avez des moyens de faire levier? Est-ce qu'il y a des amendements que vous pressentez qui peuvent améliorer le panorama quand même un peu noir que vous nous décrivez des indépendants? Au-delà de ce qui a été proposé, c'est-à-dire les fameux 550 € pris sur les cotisations maladie notamment de nos adhérents. L'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'annexer 2 amendements. Le premier sur le gel de l'indice des loyers commerciaux pour nos entreprises, comme ça l'a été fait, enfin c'est un plafonnement pour être plus précis, pour les particuliers. Le deuxième, c'est la réaffectation à travers le PLFR notamment, parce que c'est le vaisseau le plus adéquat de la projet taxe de loi de foncière. finances rectificative. Exactement, oui. C'est l'élément le plus approprié pour justement la réintégration de la taxe foncière. Ça, on sent que c'est une revendication très forte. C'est un gros budget. Qui n'est pas à payer la taxe foncière. C'est-à-dire que je préfère aujourd'hui très clairement rétablir un impôt à celui qui doit le payer plutôt qu'à nous, en sachant que cet impôt peut correspondre entre 3 000 et 6 000 € par an.
on sera très très loin du compte du chèque à 100 € ou à 150 €. Et très sincèrement, on rétablira une certaine forme de justice aussi et d'équité. On ne l'a pas dit, mais globalement, ces fameux indépendants, c'est très large, hein, vous l'avez évoqué, c'est de la TPE, c'est du commerçant, c'est de l'indépendant, c'est du libéral. Ça touche combien de millions de salariés ou d'indépendants? Aujourd'hui, c'est 6 millions à peu près, grosso modo, avec 3 millions d'indépendants stricto sensu. Les micro-entrepreneurs, c'est une catégorie, on va dire, qui représente à peu près 6 millions d'entités. Avant de terminer, j'aimerais quand même qu'on refasse le point, parce qu'on rentre un peu dans le détail. Les 48 €, parce que c'est quand même la communication du gouvernement, il faut le préciser, on aide les indépendants, on ne les oublie pas. Je vous vois sourire, 48 € par mois. J'ai vu qu'il y avait aussi un vrai débat d'équité entre ce qu'on prélève aux indépendants et le service rendu aux indépendants. Et vous aimeriez évidemment que ça corresponde de la même manière au service rendu aux salariés. Et on voit que pour une maternité, pour un congé maternité, pour être concret, on n'est pas traité de la même manière quand on est indépendant. Non. On est d'accord? Ah oui, clairement. Alors, le rapprochement entre les régimes, c'est une volonté, effectivement, depuis déjà un certain temps. C'est une volonté politique, d'ailleurs, du président de la République dans son premier mandat. Et effectivement, beaucoup d'indépendants souhaitaient avoir une meilleure protection dans le cadre de leur régime, soit parce qu'ils ont été salariés avant, qu'ils deviennent indépendants ou qu'ils redécident de devenir salariés pour avoir une linéarité dans leur cotisation. Mais pourquoi c'est différent? Pourquoi une femme qui attend un enfant lorsqu'elle est indépendante, elle est créatrice, elle est dans la tech, elle a monté sa boîte, elle est seule, elle a donc une TPE. C'est quoi la différence entre une femme salariée qui va être prise en charge par un congé? C'est la même. Aucune. Elle attend un enfant. C'est un a priori. Très sincèrement, on peut le voir que comme ça. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui qu'un indépendant peut peut-être plus subir, moins réclamer. Et donc, à partir de là... pour être concret, c'est comme le pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça. On parle du pouvoir d'achat des salariés, mais il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 6 millions d'indépendants aujourd'hui, dans lesquels, d'ailleurs, ces travailleurs indépendants, ces chefs d'entreprise, il y a des salariés. Oui. Ils sont les deux, ouais. Oui, voilà. Oui, si ces chefs d'entreprise n'étaient pas là, il n'y aurait pas les salariés qui vont avec les entreprises. Donc la problématique, en fait, c'est d'amener dans la prise de conscience, et ça a été l'objet d'ailleurs de toutes nos discussions qu'on a pu avoir depuis... en amont. Oui. Avec ce gouvernement fraîchement nommé, c'est de leur faire comprendre que quand on parle pouvoir d'achat, il n'y a pas que les salariés. Il y a aujourd'hui aussi 6 millions de travailleurs indépendants et les salariés qui travaillent dans ces entreprises qui doivent être considérés. Alors évidemment, les considérer à hauteur de 550 € annuels, soit 48 €. On vous sent très agacé par ce chiffre. C'est énervant dans le sens où oui, c'est-à-dire que la prise en considération de nos entreprises et notamment de nos TPE, au-delà du quoi qu'il en coûte, parce qu'il faut bien considérer le quoi qu'il en coûte, il a permis de maintenir un outil de travail. Là, on parle de pouvoir d'achat de nos dirigeants, ce qui n'est pas la même chose parce que le fonds de solidarité, il n'était pas touché en main propre et il ne tombait pas sur le compte effectivement de nos dirigeants d'entreprise. Et beaucoup d'ailleurs n'en ont pas eu énormément. Enfin, il y a quand même une inéquité. Oui, clairement. Aujourd'hui encore, malgré la loi, malgré l'idée que entre le salarié et sa protection et l'indépendant, il est moins bien protégé. Mais bien sûr, oui. Alors, on vous dira qu'il cotise moins à flux tendu. Je vous dirais que c'est pas le cas, encore moins maintenant, parce qu'il y a ce rapprochement des régimes. Alors, l'idée, c'est pas non plus, c'est d'être pris en considération à chaque fois qu'on aborde un sujet sociétal qui concerne effectivement l'ensemble des citoyens et pas d'être écarté d'un revers de main. Et c'est toute la difficulté. Alors, on espère que les choses vont changer sur ce sujet et les autres, parce qu'il y en aura d'autres derrière. Olivia Grégoire est votre interlocutrice, c'est la nouvelle. Oui. Et rappelons qu'elle avait été en charge secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Oui, aussi. Oui. Elle était rapporteure aussi à l'époque. C'était sur le projet de loi de relance. Exactement. Absolument. Un des volets du projet de loi de relance. On avait eu l'occasion de la rencontrer à ce moment-là, où elle semblait très impliquée. Donc vous êtes optimiste de l'écoute que vous aurez d'Olivia Grégoire? On est toujours optimiste et j'espère effectivement qu'elle aura la même envie. Alors maintenant, en plus qu'elle est en charge, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Et vous serez dans l'hémicycle, évidemment, pour, j'allais dire, et à la fois écouter et intervenir on sera présent, on interpellera les parlementaires, on leur expliquera ce qu'il en est, on leur proposera effectivement d'aller plus avant sur nos catégories socio-professionnelles, parce qu'elles en ont vraiment besoin aujourd'hui.
Merci Marc Sanchez d'être venu nous rendre visite. Cette étude à découvrir sur le site du SDI. Tout à fait. Étude très détaillée sur la situation des indépendants et de ceux qui dirigent des TPE, avec évidemment une grosse quand même perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est ce qui ressort de votre étude sortie en mai dernier. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Et vous allez courir l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, parce que je pense que vous aurez besoin d'avoir ces échanges avec les députés de visu. Et ils auront besoin d'avoir aussi les informations qu'on va leur donner, parce que je ne pense pas qu'ils maîtrisent tout de ce point de vue-là. Et qu'ils aient connaissance de tout. Voilà, ils ont des indépendants chez eux, ça c'est sûr, dans leur circo. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les chiffres qu'on a présentés aujourd'hui dans l'émission. Merci de nous avoir rendu visite, Marc Sanchez. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des CV. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que les CV vont disparaître? On va répondre à la question. Fenêtre sur l'emploi, on parle du CV. Est-ce que le CV va disparaître ou pas? Alors ça, c'est une question un peu lancinante dont on parle depuis des mois, et on en parle avec William Legendre. Bonjour William. Bonjour. Fondateur de Optimis avec 2 I. C'est ça, hein, optimis.com, entreprise créée il y a maintenant 20 ans. Vous l'avez fondée tout seul, et puis vous avez 40 collaborateurs. Ça a beaucoup progressé. Spécialiste du recrutement, concrètement, pour répondre à la question très directement, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez un avis, est-ce que oui ou non, on a encore besoin du CV, vous qui avez 20 ans d'expérience dans le recrutement? Alors, entre il y a 20 ans et maintenant, il y a eu beaucoup de changements. Nous, dans notre activité de chasse de tête, on ne demande jamais le CV. C'est-à-dire que l'approche que l'on a avec les candidats, c'est déjà de leur présenter la mission. Le CV, on n'en parle pratiquement pas. On insiste plus sur les compétences, sur la motivation du candidat avant de le présenter à notre client. Au client, on lui remet en fait un bilan complet. De ce que vous avez tiré, vous? Exactement. Alors, c'est vrai que comme c'est le client qui fait son choix au final, lorsqu'il rencontre les candidats en entretien, bien souvent, les candidats viennent quand même accompagnés avec leur CV. Mais nous, on ne le voit pas passer, en tout cas. Je m'autorise, vous faites la chasse dans certains secteurs, parce que vous avez une expérience dans certains secteurs, vous avez démarré avec les commerciaux, mais je crois que vous avez élargi votre spectre. Mais quand même, le recruteur, en final, va quand même aller sur le réseau social LinkedIn, je le cite, pour aller quand même voir un peu ce qu'il a fait. J'imagine, c'est là où il va avoir son CV, non? Alors, après, bien sûr, ça dépend des métiers. Alors les réseaux professionnels comme LinkedIn, vous l'avez cité, bien sûr, vous allez retrouver certains candidats, certains CV, certaines expériences. Nous, il y a plein de profils, on ne retrouve pas les informations sur LinkedIn. Comme encore une fois, on est dans une approche directe du candidat. Vous leur parlez, vous échangez. Exactement. Notre outil à nous, c'est vraiment le téléphone à la base. Et l'idée, c'est de créer, on va dire, le meilleur scénario pour avoir une bonne raison de le contacter. Et c'est vrai qu'on utilise assez rarement en fait, les réseaux professionnels. Alors bien sûr, on peut vérifier si son CV est en ligne, mais c'est vrai que bien souvent, en tout cas dans nos missions à nous, ils ne sont pas disponibles sur les réseaux. On l'a compris, c'est du digital, et on l'a compris, c'est de la chasse de tête, c'est-à-dire que vous allez aussi aller chercher des gens qui sont en poste. Aussi et surtout. Et surtout, pour aller les convaincre, et vous dites un scénario, ça veut dire qu'il y a quand même tout un travail avant de prendre le téléphone et d'avoir son numéro, parce qu'il faut aussi récupérer son numéro, ce qui n'est pas si simple. Le 06, c'est quand même plus pratique. C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Et une fois, quand vous avez ce numéro, il faut quand même bâtir un scénario, il faut que même vous soyez en capacité de lui donner envie quand même. Alors le vrai talent d'un consultant aujourd'hui, d'un chasseur de tête, c'est ça, c'est de créer un scénario pour trouver une bonne raison de contacter la personne. Quelquefois, on n'a même pas le nom, et bien souvent, on n'a pas le nom de la personne. On n'a pas, bien sûr, son numéro de portable. Donc, il faut passer tous les barrages avant d'arriver à la bonne personne et ensuite de lui présenter la mission. Oui, ça c'est intéressant ce que vous nous dévoilez, parce qu'on a beaucoup de cabinets de recrutement qui ne nous expliquent pas comment ils font. Mais en fait, c'est des étapes. On passe par la secrétaire ou l'accueil, puis on passe par le service qui gère la collaboratrice qui gère le service. Et si vous avez un peu de chance et qu'il n'est pas en réunion, c'est ça. Vous pouvez peut-être avoir un échange avec lui. Et surtout, il faut qu'il soit disponible. Donc déjà, la première approche, c'est d'obtenir son nom. S'il n'est pas disponible, d'obtenir son 06, comme vous dites. Mais alors, ça veut dire que cette personne que vous avez ciblée, vous l'avez ciblée pour un certain nombre de compétences. Et après tout, effectivement, vu le nombre de compétences et le poste qu'il a, pas besoin de CV. En fait, son CV, c'est son poste. C'est ça. C'est ça. Et alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face, en bout de chaîne, le chef d'entreprise ne vous demande pas le CV? Alors, bien souvent quand même,
je vous disais tout à l'heure que le candidat se présente avec son CV lors de l'entretien, puisque le choix final de notre client, enfin du recruteur, se fait par le client, enfin par le recruteur, pardon. Et de ce fait, bien souvent, les candidats viennent quand même accompagnés de leur CV, et les services RH des entreprises aiment quand même bien avoir le CV en interne pour leurs informations. Donc c'est pas la fin du CV, c'est la fin du CV comme outil essentiel. Exactement. Mais à un moment donné, le CV, il faut quand même l'avoir, vous nous le confirmez. Il va être quand même, on va retamponner quelques diplômes, quelques validations. Voilà, exactement. Nous, On est d'accord. Alors pour certains métiers où on a besoin de diplômes très précis, on a bien sûr la copie des Lesquels? La tech, diplômes, par exemple? par exemple. École La d'ingénieur. santé, énormément. Santé, c'est obligatoire. Exactement. C'est pas un CV, c'est le diplôme qu'il faut avoir. C'est ça. D'accord. Mais il y a quand même le CV qui vient accompagner aussi toutes ces informations. Avant de nous quitter, parce que vous avez 20 ans d'expérience dans le recrutement et la chasse de tête, est-ce que le métier est devenu plus difficile? Parce que certains disent, mais moi c'est fini, je passe plus par les cabinets de recrutement, je passe en direct, je fais finalement le boulot des cabinets. Est-ce que ça s'est tendu, le marché du recrutement? Alors, je dirais que c'est loin de disparaître, la chasse de tête. Je dirais même que ça s'est même démocratisé pour certains métiers. On a même quelquefois des questions de clients pour des postes non cadres. Donc, non, il y a un bel avenir. Attendez, vous nous dites, avant la chasse de tête, c'est pour des postes d'exécutifs importants, responsabilités. C'est surtout. Mais il y a quand même là, petit à petit, Exactement. c'est-à-dire que vous faites la même méthodologie pour quelqu'un qui est non cadre. Voilà, pour des postes pénuriques où il est presque impossible de trouver de façon classique. Quel secteur, par exemple? Santé. Santé. La santé, encore une fois, les commerciaux, pas très simple à recruter. La santé, le transport, le BTP, énormément. Donc des métiers techniques. Vous avez vu, Bruno Le Maire indique que septembre, c'est à la rentrée, on met le paquet et que le gouvernement mettra le paquet sur la question de la pénurie. Comment vous l'expliquez, vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai qu'on a passé là 2 années assez compliquées. Ça a permis aussi à certaines personnes de se poser des questions sur leur métier. D'accord. Certains se sont reconvertis. Donc il y a vraiment un mouvement, vous voyez, avec tout ça. Alors ça n'a pas commencé. Donc c'est des remises en question profondes, en fait. Exactement. Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans vos secteurs, là où vous chassez, il y a de la pénurie dans les secteurs où vous chassez. Exactement. Donc ça veut dire que c'est un casse-tête pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils ne sont pas outillés, si vous voulez, pour chasser eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de demander à son service RH de chasser des candidats en dehors de l'entreprise, vous voyez. Donc ils appellent Optimis. Exactement. C'est quoi les délais qu'ils vous imposent? Parce qu'il y a un débat dans le recrutement, la difficulté, on vient de comprendre, hein, c'est pas si simple. Et puis souvent, le patron, c'est un recrutement pour la veille, quoi. Alors, et ça, vous lui dites, attendez, monsieur, je peux pas, quoi. le délai, c'est la question récurrente. Encore une fois, ça dépend de la pénurie. C'est-à-dire que si on est sur des profils pénuriques, comme on dit souvent, tout est une question de délai. C'est-à-dire que... C'est quoi vos délais, là? Moi, je vous appelle, chef d'entreprise, je vous dis, je le veux. Et vous me dites quoi? C'est 6 mois, 1 an? Alors 4 nous, on mois fait toujours, si vous voulez, une étude de faisabilité pour savoir un petit peu déjà si on se lance dans la mission. Hein. Ouais, si c'est l'Himalaya ou si c'est le Puy de Sancy, Voilà. quoi. Le but, c'est quand même de s'y retrouver, hein, aussi bien le client que nous. Et là, on lui répond par rapport à notre expérience, par rapport à... C'est quoi la moyenne avant de nous quitter? C'est quoi? Il ne faut pas s'attendre à un recrutement avant quoi? 3 mois, 4 mois? Oh, je dirais entre 1 et 2 mois. Entre 1 et 2 mois, et sur des postes pénuriques, ça peut aller jusqu'à 6 mois. C'est vraiment... Parce qu'il faut ça pas- dépend vraiment du profil, hein, encore une fois. Donc il y a un vrai travail de psychologie aussi de ceux qui prennent le téléphone et qui doivent trouver les bons mots pour une personne qui est quand même, rappelons-le, en poste. Hein. Dans les postes de Exactement. santé, Exactement. chercher une infirmière, il faut quand même la convaincre de changer d'hôpital, hein, quand même. Plutôt compliqué. Il faut aussi que le package intéresse le candidat pour partir, oui, enfin, il y a plusieurs motivations. Merci William Legendre de nous avoir dévoilé les coulisses d'un recruteur chasseur de tête, 20 ans d'expérience, optimis.com, c'est votre société en digital, 40 collaborateurs à Paris. Merci de nous avoir rendu visite et c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, merci à toute l'équipe de l'avoir préparé. Merci à Mani pour la réalisation, merci à Héloïse, merci à Thibaut pour le son et puis merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à demain. Bye bye.